Poutine a dit que ces sanctions ne nuiront pas à l'économie russe, mais ce n'est pas ce que dit la télévision du Kremlin. Et comme si cela ne suffisait pas, l'une des plus grandes raffineries russes a suspendu toutes ses opérations. Tout cela grâce aux sanctions ukrainiennes. Maintenant, Poutine cherche de l'aide, mais ses alliés du Moyen-Orient se retournent activement contre l'économie russe. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole vient d'annoncer qu'elle augmentera sa production pour compenser toute pénurie russe. Cette trahison est précisément la raison pour laquelle, dans un geste désespéré, Poutine a envoyé son émissaire principal aux États-Unis pour supplier qu'on lui fasse grâce. Mais même cette initiative n'a pas pu cacher la faillite de l'économie russe. Parce que, pendant que Poutine cherche une issue, la télévision russe parle de l'effondrement économique imminent. Écoutez par vous-même. Assis près de l'océan, il est soudainement apparu. Qu'il montre soudainement de la sincérité envers notre pays alors qu'il est assis de l'autre côté de l'océan. Avec tout le respect et la sympathie que d'autres citoyens peuvent avoir, il ne semble pas vraiment être un allié de notre nation. La baisse des bénéfices pétroliers est un enjeu majeur pour notre déficit budgétaire. Du budget russe. La guerre coûte cher. Et la guerre coûte cher, ils nous prennent systématiquement de l'argent. Zelensky attaque les raffineries et Trump a sanctionné nos deux plus grandes compagnies pétrolières. Aux deux. Cela risque de poser problème à l'Inde et la Chine. Et s'ils en ont, à qui vendrons-nous? Disons que nous le faisons. Donc, ce n'est pas si simple. C'est difficile de rejeter cela comme une simple petite contrariété. Non, ce n'est certainement pas anodin ou insensé. C'est pour dire que ce n'est qu'une autre broutille, une absurdité. Non, bien sûr, ce n'est pas une broutille. Ce n'est même pas une absurdité. Maintenant, si la télévision russe, ou plutôt la télévision du Kremlin, parle aussi ouvertement d'un effondrement économique, c'est parce que la situation n'est pas bonne en Russie. Regardez ce reportage. L'une des plus grandes raffineries russes a arrêté ses activités après des attaques ukrainiennes. C'était simplement la raffinerie de pétrole rasant en Russie. Elle y est la 4e plus grande du pays, et produit environ 5% des produits copétroliers raffinés de Russie. L'Ukraine frappe cette raffinerie sans relâche depuis 12 mois, et la dernière attaque a eu lieu il y a seulement 2 jours. Voici les conséquences. Oui, va te faire voir, Fantomas. Le putain de coup. Putain de Fantomas. C'est précisément pour ce genre de situation que Poutine savait que l'annonce des sanctions américaines était une très mauvaise nouvelle pour l'économie russe. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Vous voyez, la Russie utilise environ 30% du pétrole qu'elle extrait de son sol pour le raffiner dans ses raffineries nationales. Les raffineries du pays ne peuvent pas raffiner ce pétrole à cause des attaques de drones ukrainiens. Poutine a donc choisi d'exporter ce surplus de pétrole brut vers des raffineries étrangères en Chine, Inde et Turquie. Ainsi, Poutine continuait à gagner de l'argent. Le problème ici, c'est que les produits pétroliers raffinés rapportent bien plus que l'exportation de pétrole brut. Même ainsi, Poutine gagnait un peu en exportant ce pétrole ailleurs. À cause des sanctions américaines, 2 des principales compagnies pétrolières russes ont davantage de difficultés à exporter leur pétrole brut. Et cela signifie que Poutine est pris en étau des 2 côtés. Les raffineries nationales ne peuvent pas raffiner le pétrole, donc elles ne peuvent pas vendre les produits pétroliers. Et de l'autre côté, il ne peut même pas expédier ce pétrole vers d'autres pays, parce que ces pays ont peur d'acheter ouvertement à la Russie à cause des sanctions. Maintenant, si je peux voir cela en étant assis dans un autre pays, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens en Russie qui peuvent m'en voir exactement ce qui se passe. Et c'est pourquoi Poutine a essayé de devancer cette nouvelle. Il a tenu une conférence de presse d'urgence dès que les sanctions ont été annoncées. Lors de cette conférence de presse, il affirmait que les sanctions sont en fait une bonne nouvelle pour l'économie russe. Il disait que le prix du pétrole allait augmenter. Cela signifie que la Russie devra peut-être vendre moins de pétrole, même si elle ne peut pas en vendre autant. Ils peuvent le vendre plus cher et auront une meilleure marge. Écoutez, il a totalement tort cette fois. C'est que sans hydrocarbures, le plus proche. Mais il est clair que sans hydrocarbures, dans les années à venir, ça ne fonctionnera pas. C'est évident en raison de la consommation croissante. L'économie mondiale se développe et la consommation d'énergie augmente. L'offre ne peut pas croître soudainement. Si la quantité de notre pétrole sur le marché mondial chute brusquement, les prix vont augmenter.
Le prix de notre pétrole et de nos produits pétroliers augmentera sur le marché. Et mon collègue américain et moi, J'en ai parlé avec mon collègue américain. À quoi cela va-t-il mener? Hausse marquée des prix du pétrole et du carburant, même en station-service? Les États-Unis ne font pas exception. Compte tenu du calendrier politique national, il est clair à quel point certains processus seront sensibles. dans certains États, la sensibilité de certains processus est donc évidente. Maintenant, Poutine n'a pas entièrement tort. C'est ce qui s'est produit au début de l'invasion en 2022, quand des sanctions ont frappé la Russie, après le lancement de l'opération militaire spéciale par Poutine. Le prix du pétrole a grimpé à plus de 100 $ le baril, ce qui signifiait que la Russie gagnait en réalité plus d'argent après l'invasion qu'avant. Mais ce n'est pas ce qui se passe en ce moment, même si Poutine espérait que la même chose se reproduirait. Vous voyez, pendant que le pétrole russe quitte le marché, il y a d'autres approvisionnements qui compensent tout le manque à gagner russe. Et cet approvisionnement vient de nul autre que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Regardez ce rapport. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole dit qu'elle est prête à augmenter sa production de pétrole si nécessaire après les sanctions américaines. C'est une excellente nouvelle pour l'Ukraine, et pour tous ceux qui souhaitent la paix en Ukraine. Parce que, si l'Organisation des pays exportateurs de pétrole n'augmentait pas sa production, alors Poutine pourrait en fait bénéficier des sanctions. Même en vendant moins de pétrole, il le ferait à un prix si élevé que les marges seraient folles. Mais vous voyez, ce n'est pas 2022. Encore une fois, quand les prix du pétrole ont grimpé à plus de 100 $ le baril, les prix tournaient autour de 57-58 $ le baril avant l'annonce des sanctions il y a quelques jours. Et après l'annonce, alors que j'enregistre ceci à midi, heure de Houston, les prix du pétrole sont maintenant à 61 $ le baril. Maintenant, c'est en hausse, mais cela reste insuffisant pour vraiment impacter les consommateurs américains. Et puis, alias, la politique américaine. Honnêtement, peu importe qui gouverne, démocrate ou républicain, personne n'aime les prix élevés du pétrole. L'augmentation de la production par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole est une excellente nouvelle. Comme le dit le proverbe, en géopolitique, il n'y a que des intérêts permanents, pas d'amis ou d'ennemis éternels. Si l'Organisation des pays exportateurs de pétrole peut gagner de l'argent pendant que la Russie a des difficultés, il ne se soucie pas des difficultés de la Russie. De plus, les États-Unis auraient déjà prévu des sanctions supplémentaires si la Russie persistait à refuser la paix en Ukraine. Cela signifie que, même si la situation est déjà mauvaise en Russie en ce moment, il y a encore de la marge pour que cela empire. Écoutez ce que dit le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Regardez l'économie russe, les longues files de voitures devant les stations-service. Le fait que les Ukrainiens aient maintenant frappé un tiers de l'infrastructure pétrolière et gazière russe, qui est la principale colonne vertébrale de leur économie. Le président français agite en Europe pour que les pays luttent davantage contre cette flotte fantôme, principale source de revenus pour les Russes. Tout cela aidera à changer la donne, toujours grâce à vous, les Américains. Vous avez la plus grande économie du monde, la plus grande armée du monde, et vous avez un président qui est totalement concentré sur la résolution de ce problème. Ensemble, nous allons changer la stratégie de Poutine, l'amener à négocier et obtenir un cessez-le-feu. J'en suis convaincu. Ce ne sera peut-être pas aujourd'hui ou demain, mais nous y arriverons. C'est exactement pour cette raison qu'un haut envoyé russe s'est précipité aux États-Unis pour négocier les sanctions. Maintenant, c'est un homme important, alors faites attention. Il s'appelle Kirill Dmitriev, et on dit qu'il c'est le prochain sur la liste, au cas où il arriverait quelque chose à Poutine. Maintenant, il est aux États-Unis, et affirme que les sanctions ne posent pas vraiment problème. Mais il demande aussi « Eh, est-ce qu'on peut s'il vous plaît les lever ?» C'est pourquoi je dis toujours qu'on ne devrait pas regarder ce que disent les Russes, mais plutôt ce qu'ils font. Le fait qu'ils soient venus ici dès le lendemain des sanctions montre à quel point elles mettent réellement la pression sur l'économie russe. Et bien sûr sur Poutine. Maintenant, même s'il est ici, il ne renonce pas à la rhétorique qui consiste à blâmer l'Ukraine pour la paix. Il dit que c'est l'Ukraine qui ne veut pas de négociations. Nous voyons que c'est l'Ukraine qui fait traîner les négociations, que c'est l'Ukraine qui ne veut pas résoudre les problèmes. Les problèmes à résoudre accumulés. Et donc, nous ferons également savoir à nos collègues américains que l'Ukraine, malheureusement, perturbe le dialogue nécessaire. Et elle le perturbe, à la demande des Britanniques, à la demande des Européens qui veulent que le conflit continue. Maintenant,
Permettez-moi de clarifier cela pour tout le monde. Personne ne demande à la Russie de revenir aux frontières d'avant 2022 ou d'avant 2014. Le président Trump et les Ukrainiens demandent seulement aux Russes de s'arrêter là où ils sont. Et la Russie refuse d'accepter un cessez-le-feu, même si l'Ukraine l'a accepté sans condition. L'Ukraine est d'accord pour arrêter de se battre maintenant, et ensuite négocier une sorte de paix à long terme. La Russie veut avant tout la reddition de l'Ukraine, et accuse cette dernière de refuser la paix car elle ne veut pas capituler. Je pense que c'est le moment idéal pour passer cet extrait du président Reagan, qui a dit que le moyen le plus rapide d'obtenir la paix, c'est la reddition. Mais ce n'est pas ce que défendent les États-Unis. Écoutez. Et c'est ce spectre que nos amis libéraux bien intentionnés refusent d'affronter. Voilà. Leur politique d'accommodement et de l'apaisement. Elle n'offre que deux options, se battre ou se rendre sans choix entre paix et guerre. Si nous continuons à faire des concessions, à reculer et à céder, nous finirons par devoir faire face à la demande finale, à l'ultimatum. Et alors, que fait-on ? Lorsque Nikita Khrouchtchev a dit à son peuple qu'il savait quelle serait notre réponse, il leur a dit que nous reculions sous la pression de la guerre froide. Et un jour, quand viendra le moment de lancer l'ultimatum, nous nous rendrons volontairement affaiblis intérieurement, spirituellement, moralement et économiquement. Il le pense car il a entendu de notre part des voix plaider la paix. N'importe quel prix, ou mieux vaut rouge que mort. Comme l'a dit un commentateur, il préfère vivre à genoux que mourir debout. Et c'est là que réside le chemin vers la guerre, parce que ces voix ne parlent pas pour le reste d'entre nous. Nous savons, vous et moi, que la vie et la paix ne sont pas si précieuses. Aussi douces qu'elles doivent être achetées au prix des chaînes et de l'esclavage. Si rien dans la vie ne vaut la peine de mourir, quand cela a-t-il commencé ? Juste face à cet ennemi, Moïse aurait-il dû laisser les enfants d'Israël en esclavage ? Le Christ devait-il refuser la croix ? Les patriotes à Concorde auraient-ils dû déposer les armes et ne pas tirer le coup de feu entendu dans le monde entier ? Les martyrs de l'histoire n'étaient pas des imbéciles et nos morts honorés qui ont donné leur vie pour arrêter l'avancée des nazis ne sont pas morts en vain. Où se trouve donc le chemin vers la paix ? En fait, la réponse est simple. Vous et moi avons le courage de dire à nos ennemis qu'il y a un prix que nous ne paierons pas. Il y a une limite qu'ils ne doivent pas dépasser. C'est une excellente façon de finir cette vidéo. Bien sûr, les sanctions ne signifient pas que l'économie russe va s'effondrer demain, mais elle ressent déjà la pression. Et on peut le voir à travers ce qui se passe à l'intérieur de la Russie. Et, bien sûr, les hommes politiques et les diplomates russes se précipitant aux États-Unis pour négocier une sorte de pause. Maintenant, il fait beaucoup d'interviews à la télévision pendant qu'il est ici aux États-Unis, et nous en parlerons dans notre prochaine vidéo. Il rencontrera aussi l'envoyé spécial américain Steve Witkoff demain. Nous verrons donc comment cela se passera. N'oubliez pas de cliquer sur s'abonner ci-dessous pour ne rien manquer.